C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Avec aujourd'hui cet enjeu Hormuz, l'armée américaine prête à frapper. Nous sommes prêts à repartir en guerre, dit le président Trump. Alors oui, Hormuz, mais aussi dirigeants. Nous allons vous dire comment la Maison-Blanche se prépare. Le porte-avions USS George W. Bush et son groupe aéronaval viennent d'arriver dans la zone de responsabilité du commandement américain. Ils disposent désormais de la puissance de 3 groupes aéronavals. C'est rare, c'est très rare. Un signal fort de Trump à l'Iran, lequel nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir. Combien d'hommes à bord? Un laser unique en son genre sur son pont. Est-il prêt à frapper? À frapper quoi? Trump lance-t-il les grandes manœuvres? Aussi sur la table, des plans pour frapper les dirigeants en Iran. Alors qui est dans le viseur? Nous ferons les présentations avec le nouvel ennemi numéro 1, son nom Ahmad Vahidi. Il est redoutable, la preuve à lui seul que les généraux auraient pris le pouvoir avec une intention, faire capoter les négociations. Un homme prêt à assumer l'escalade militaire, ces nouveaux leaders sont-ils difficiles à éliminer? Et puis, plan contre plan, la télévision d'État iranienne s'est tombée il y a quelques minutes, publie une liste des installations énergétiques ciblées si la guerre reprend. Alors, on étudiera cette carte et on se demandera si ces cibles sont faciles à atteindre et si la menace est crédible. Nous nous poserons toutes les questions. Et in fine, bluff ou ultimatum, Washington et Téhéran semblent se livrer à un numéro de haute voltige au bord de l'abîme. Qui cédera le premier? Qui fixe le tempo? Nos équipes nous attendent sur le terrain. Nous serons aux États-Unis, nous serons en Iran, nous serons à Doha. Et donc pour commencer, écoutez, regardez. Nous avons tout le temps du monde. L'Iran a une opportunité historique de conclure un accord sérieux. La balle est dans leur camp. Le département de la guerre est prêt à la prochaine étape. Nous sommes prêts à dégainer. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau, et vraiment ravie, Gallagher Fenwick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous, Lynn Peini. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau également. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Xavier de Giacomoni, ravi bien évidemment de vous retrouver. Vous êtes éditorialiste international LCI et capitaine dans cette équipe. Général François Chauvency, merci beaucoup également d'être à nos côtés. Vous êtes consultant géopolitique LCI. Et sachez que dans quelques minutes, Bernard Guetta va nous rejoindre et un peu plus tard, Edouard Kuckerman, ancien porte-parole de l'armée israélienne. Mais pour commencer, prenons la direction de la Maison-Blanche. Pour vous retrouver, Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste accréditée à la Maison-Blanche. Alors, on l'a entendu en introduction, c'était cet après-midi, conférence de presse, Pete Hegseth l'assure, les Américains se disent prêts à dégainer. La Maison-Blanche, Sonia, a-t-elle mis à nouveau le revolver sur la table, voire, on le verra dans cette émission, sur la tempe? L'armée américaine est-elle prête effectivement à frapper? Oui, la Maison-Blanche qui aimerait faire céder les Iraniens et donc fait encore monter la pression. Tout à l'heure, en effet, lors de cette conférence de presse, le général Kane, le chef d'état-major des armées, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à reprendre les opérations de grande ampleur sous l'ordre de Donald Trump. Il a assuré « Nous sommes toujours en position ». Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a lui dit que le blocus naval se durcissait et il a assuré que les États-Unis considéraient que ce serait une violation du cessez-le-feu si les Iraniens posaient davantage de mines dans le détroit d'Ormuz. Alors selon Axios, les États-Unis ont appris récemment que les Iraniens posaient davantage de mines dans le détroit d'Ormuz, ce qui explique aussi la déclaration de Donald Trump hier lorsqu'il a dit qu'il avait ordonné à la marine américaine de détruire tout navire iranien qui poserait encore plus de mines dans ce détroit d'Ormuz. Donc les États-Unis font monter la pression. En même temps, on a aussi l'impression d'une administration qui aimerait éviter la reprise des hostilités et qui aimerait trouver une porte de sortie toujours à cette guerre. Le secrétaire à la Défense qui a également dit, on l'a entendu juste avant, eh bien, que les Iraniens avaient une opportunité historique de conclure un deal et il a répété ce qu'avait dit Donald Trump hier, que les États-Unis avaient tout le temps du monde, même si on sent encore une fois que le président Trump est lui plutôt pressé. Oui, merci. On en reparlera de ce tout le temps du monde dans quelques instants. Merci beaucoup, Sonia Dridi. On se retrouve. On va parler du George W. Bush également ensemble, le porte-avions. Les États-Unis ont envoyé un autre porte-avions dans la zone. Il est arrivé, l'USS George W. Bush et son groupe aéronaval. Je vous le disais, en tout, ça fait 3 groupes aéronavals à disposition du commandement américain. C'est très rare.
c'est très rare. Dans la région 3, vous verrez que sur ce pont se trouve un élément présenté comme une étape majeure, un laser. Alors que peut changer ce mastodonte des mers? C'est Xavier de Giacomoni, je vous le disais donc, capitaine, qui, une fois de plus, va m'accompagner pour tout vous expliquer. De navires légèrement plus petits tout de même. Hein. Alors, Xavier de Giacomoni, voilà ce qu'il faut savoir à son sujet. Vous avez entamé les hostilités, allez-y. Alors vous voyez ce bâtiment qui est un très très beau bateau, qui est l'un des plus gros de la flotte américaine, George H.W. Bush, du nom du 41e président des États-Unis d'Amérique. Il mesure 333 mètres pour un déplacement de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes de diplomatie, c'est ce qu'on aime à répéter dans les couloirs du Pentagone et de la Maison-Blanche. Un monstre de feu et d'acier dont la seule arrivée dans la zone du CENTCOM, ici, le commandement central américain, donc pour le Moyen-Orient, est censé effrayer l'adversaire. Actuellement, le bâtiment se trouve par ici, sans doute au large de la Somalie, ou peut-être même, on n'a pas d'informations précises de la part des Américains, évidemment, peut-être même juste à sortie de la mer Rouge. Il rejoint sur zone 2 autres porte-avions, vous en avez parlé, c'est ça qui fait la masse, le Gerald Ford, l'Abraham Lincoln, une puissance de feu considérable qu'on a seulement vue dans un passé récent pendant la première guerre du Golfe, celle qu'avait menée justement le président Bush. Mais l'un de ces porte-avions, je pense, le Gerald Ford, devrait d'ici quelques semaines repartir parce qu'il est en très mauvais état, il est depuis très très longtemps à la mer, il a besoin de réparation. Alors, il est présenté comme une première, je vous en parlais il y a quelques instants, oui, présenté même comme une étape majeure. La marine américaine a révélé ces derniers jours, même presque dernières heures, l'essai d'un système de défense anti-drone laser sur le pont d'envol de ce porte-avions précisément. Oui, la première, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on embarque ce système laser pour lutter contre les drones qui s'appelle Locust sur un porte-avions américain. Alors le laser va pointer le drone et en fait il va lui brûler les neurones, enfin tout ce qu'il a à l'intérieur. Le drone va être littéralement brûlé. Ça marche à assez courte distance, mais d'après les spécialistes, ça pourrait être assez efficace combiné à des canons, combiné à d'autres solutions. Les avions de chasse, les hélicoptères aussi peuvent détruire les drones pour assurer la sécurité du porte-avions. Parce que ce que les Iraniens envisageaient de faire à un moment dans cette guerre, c'était d'envoyer une nuée de drones sur les porte-avions américains, pas pour les couler, ça c'était impossible, mais au moins pour détruire des installations, rendre inopérationnels certains systèmes et peut-être tuer des marins à bord. Combien d'hommes à son bord, justement? 5500 hommes à bord du George Bush. Il y a évidemment des pilotes, les pilotes de chasse. Là, on voit toute l'escouade aéronavale. Vous voyez qu'il n'y a pas que le porte-avions, il y a des bateaux qui l'escortent. Il y a des destroyers, il y a des croiseurs, au moins 7, 8, 9 bateaux. Il y a les bateaux ravitailleurs. On en a pas mal parlé lorsqu'on a vu ces images de la Cambuse où les plateaux n'étaient pas tout à fait vraiment bien garnis. Les bateaux ravitailleurs, ils ramènent la nourriture au porte-avions, ils font des allers-retours avec les bases américaines, ils ramènent du carburant pour les avions, ils ramènent des munitions, ils ramènent tout ce dont cette immense ville sur l'eau a besoin. Mais il y a aussi énormément, on en parlait, de cuistots sur le bateau. 5500 marins, à peu près 150-200 pilotes et au moins 200 cuistots pour faire vivre toute cette petite ville et nourrir tout le monde. Alors quelles sont ses missions à ce mastodonte? Mission, c'est l'attaque. Ça, on fait décoller les FA-18, là on envoie un au ravitaillement et ils vont aller bombarder l'Iran et ensuite rentrer sur le porte-avions. C'est un très très long voyage qui peut atteindre 2000, 2500, 3000 km suivant les missions. Mais ça permet aux États-Unis d'avoir sur l'eau, en mer d'Arabie, éventuellement dans le golfe d'Oman, des moyens, une base entière qui leur permet d'aller bombarder l'Iran sans dépendre d'un pays allié, d'un pays étranger. C'était très clair. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Mais oui, c'était très clair. Gallagher Fenwick, oui, preuve que les États-Unis sont prêts à frapper, à repartir en guerre incessamment sous peu, comme on dit. Non, bien sûr, clairement, et on le sait par la presse américaine, Donald Trump, le président des États-Unis, préférerait une voie de sortie diplomatique, mais il est en train de consulter ses chefs militaires, l'état-major, pour que ce dernier lui fournisse des options en cas de reprise des hostilités. Et donc, il est en train de s'en donner les moyens. En termes de dispositifs, et je ne minore pas du tout ce qui est en train d'être déployé au large des côtes, à la fois de la péninsule, mais aussi aux abords du golfe Persique. Il faut rappeler quand même qu'avant l'invasion de 2003, les Américains avaient déployé 5
porte-avions. Et au maximum de l'accumulation des forces américaines, on était vers 330 000 troupes américaines au sol. Donc même si ces Américains se comptent par dizaines de milliers, en termes de dimensionnement, on est, encore une fois, par rapport à l'Irak de 2003, dans quelque chose qui reste inférieur. Non, c'est pas du tout la même opération, mais à titre de comparaison, toujours rappeler que la superficie irakienne, elle est à peu près 4 fois inférieure à celle de l'Iran. Quant à la population iranienne, on a beaucoup dit autour de ce plateau, c'est plus de 90 millions d'habitants. Donc on a un dispositif qui permettrait peut-être, et on en parlera tout à l'heure ensemble en plateau, je pense, ou au tableau, pardon, Amélie, de se focaliser et de créer des points de crispation avec un usage d'une force que je qualifierais de, oui, véritablement appuyée et concentrée par endroits et non pas dispersée sur l'ensemble du territoire iranien. Merci. Alors, Général Chauvency, on va étudier l'option selon laquelle l'un des 3 porte-avions pourrait repartir parce que rester trop longtemps en mer et celui-ci pourrait servir de relais. Mais si effectivement les 3 restent là, en tout cas celui-ci précisément, que peut-il changer? Que peut-il apporter de si important aux Américains dans le contexte que l'on décrit depuis le début de cette émission, notamment avec ce laser sur son pont? Bon, d'abord, la communication est faite sur la protection anti-drone, parce qu'on a beaucoup dit que les porte-avions n'étaient pas protégés. Ensuite, ce système Locust, un système qui est déjà déployé dans l'armée de terre américaine depuis 2019-2020. Donc c'est une adaptation à la marine et communiquer surtout. Et c'est surtout contre les essais de drone. Et c'est la principale menace aujourd'hui pouvant provenir des Iraniens. Ça, c'est l'aspect protection. Notamment l'aspect attaque. Vous avez en gros... il y a 270 avions en gros pour les 3 porte-avions. Vous avez en gros 200 avions chasseurs-bombardiers, donc une capacité de frappe qui va renforcer celle qui existe déjà, qui est dans d'autres bases au Moyen-Orient. Autre avantage aussi d'une base, je dirais, américaine en mer d'Oman par rapport à l'Iran, c'est qu'aucune attaque ne viendra des États arabes du Golfe, et ce qui permettra de tout à fait dire les États arabes ne sont pas en guerre avec l'Iran. Ça vient d'une base américaine en mer qui va frapper l'Iran si elle doit frapper. Donc l'aspect aussi est politique. Et puis bien entendu, c'est une capacité de déplacement et de mouvement, donc avec surtout du ravitaillement en vol avec les différents ravitailleurs qui ont été mis en circulation, et donc d'être capable de frapper au moins, alors pas tout l'Iran, on l'a dit éventuellement, quand on regarde les frappes aujourd'hui en Iran, on voit bien que le quart nord-est n'est absolument pas frappé, parce qu'il n'y a pas les capacités, c'est trop loin. Alors je parle sous votre contrôle à tous, mais il y a en tout 11 porte-avions dans la flotte américaine, c'est ça, mais on dit que généralement 50% est en réparation ou en tout cas en cale. Je ne sais pas quels sont les mots techniques, mon capitaine. Maintenance, on a dit. Ils peuvent être en cale sèche pour Exactement. une très grosse réparation, mais ils peuvent aussi être hackés pour un entretien courant, comme va suivre le Gerald Ford en rentrant. Résultat, donc il y a 50% des porte-avions américains qui sont en mer quelque part. 3 de ces 50% sont dans cette région. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi le message précis, selon vous, Lynn Tehini? Alors c'est certainement, on va dire, lorsqu'on amasse un tel niveau de force, en fait, c'est probablement pour accroître la pression sur les Iraniens, pour montrer que nous sommes prêts, en fait, à l'étape suivante. Donc c'est plus un message politique militaire à mes yeux. Et puis le deuxième motif serait peut-être aussi de boucher des trous dans la raquette, mais vous saurez mieux que moi militairement. Ça veut dire que nous savons qu'il y a certains navires iraniens qui ont pu longer le long des côtes iraniennes. Est-ce que avec ce porte-avions, il y aura un dispositif qui soit beaucoup plus verrouillé, en fait, pour empêcher ces navires de passer? Je vous pose la question à vous. Puis... Excellente question. Je vous remercie de la poser. Gallagher acquiesçait vivement à vos côtés. Oui, tout à fait, puisqu'on sait que le Financial Times a révélé que plus d'une vingtaine de navires auraient, j'emploie le conditionnel, réussi à contourner un blocus qui, effectivement, n'est peut-être pas, et je reprends le terme de Lynn Tehini, aussi verrouillé que Donald Trump semble l'affirmer lorsqu'il s'exprime à ce sujet. Et donc ce nouveau groupe a la possibilité effectivement de verrouiller un peu plus la zone de ces navires iraniens qui arrivent à filer. Alors c'est pas tout à fait le porte-avions, même si avec ses hélicoptères, il peut effectivement faire du contrôle de navire, faire descendre des commandos à bord. Il a aussi des hélicoptères, mais il y a aussi les destroyers et les croiseurs qui se rajoutent. La zone à contrôler fait 350 km de long, donc c'est vraiment très 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 grand. Et si on rajoute des navires, évidemment le contrôle est plus efficace. Maintenant, les 34 bateaux qui seraient passés, qui sont passés d'ailleurs, puisqu'on les a vus dans des ports à l'extérieur, hein. Donc on est certains qui sont passés, c'est comme ça qu'ils ont été répertoriés. Ils ont utilisé une technique assez simple, ils ont franchi le blocus en passant dans les eaux territoriales du Pakistan. Donc là, sauf à engager quelque chose avec
le Pakistan et ensuite avec l'Inde, parce qu'il y a ça aussi, ça ne va pas changer grand-chose en finale. Alors, nous reprenons la direction de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, merci d'être toujours avec nous. On veut vous entendre sur ce porte-avions très très précisément. Est-ce le message et la traduction concrète d'un Donald Trump qui lance les grandes manœuvres ? Alors en tout cas, c'est le message d'une Maison-Blanche qui continue de mettre la pression sur l'Iran. Le CENTCOM, hier, en annonçant son arrivée, a précisé que c'était la première fois depuis des décennies que 3 porte-avions opéraient simultanément dans la zone du Moyen-Orient. Donc c'est une étape importante. Ce porte-avions qui est doté de 2 moteurs à propulsion nucléaire, qui peut aussi embarquer jusqu'à 90 avions et hélicoptères militaires en même temps. Et puis, c'est aussi un porte-avions qui a un aéronef qui peut décoller de sa piste toutes les 20 secondes, donc ce qui en fait un allié important en cas de guerre à haute intensité. Donc, en tout cas, cette Maison-Blanche, on le sait, le Pentagone a préparé des plans pour éventuellement recommencer les hostilités. On sait aussi, selon le Wall Street Journal, qu'il y a quelques jours, Donald Trump interrogeait ses conseillers ici dans le bureau ovale sur une possible reprise des combats, même si selon des sources qui se sont confiées au Wall Street Journal, il semblait plutôt réticent, mais en tout cas, c'est l'une des options envisagées. Merci Sonia Dridi. On se retrouve un tout petit peu plus tard, encore, comme chaque fois, beaucoup de choses à se dire. Alors, je voudrais juste qu'on étudie cette option selon laquelle, parmi les 3 porte-avions, il y en a un qui pourrait retourner effectivement en maintenance. C'est l'une des explications potentielles, un relais. Mais elle est vraisemblable aussi parce que l'équipage, donc c'est le Ford, c'est bien le Ford, oui, c'est plus de 300 jours de mer. Donc un équipage qui n'a pas été relevé, ça fait presque 1 an à bord d'un navire. Il y a un moment où il y a des phénomènes d'usure du personnel, il peut y avoir des erreurs humaines dans le fonctionnement du bateau. Il y a un moment où effectivement il faut que l'équipage soit remis en condition. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la remise en condition du bateau lui-même. Oui, le bateau, on sait par exemple qu'il a eu des problèmes de toilettes, mais ce qu'on n'a peut-être pas tout à fait dit de manière très très forte, ce qu'on n'a peut-être pas su, les Américains ont essayé de le taire, c'est que dans les toilettes, on a retrouvé par exemple des t-shirts. Donc il y a des marins qui intentionnellement ont mis leurs t-shirts dans les toilettes pour les boucher, en se disant, à un moment ou à un autre, on va bien finir par rentrer à Norfolk parce qu'on en a vraiment ras-le-bol. Donc ce bâtiment pourrait rentrer d'ici quelques temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Bush était dans les starting blocks depuis plus de 2 mois pour venir sur zone. C'est pas une décision qui a été prise hier ou avant-hier. On ne bouge pas un mastodonte pareil comme ça du jour au lendemain, vous avez raison de le préciser. Et Sonia Dridi, il y a quelques instants, nous parlait de ces mots de Donald Trump qui assurait ces dernières heures qu'il avait tout son temps. À ceux qui disent que je suis pressé, les midterms, etc., je réponds, j'ai tout mon temps. Alors que dans le même temps, vous l'avez vu avec nous il y a quelques instants, les Américains prennent la parole pour dire que tout est prêt, on peut y aller et à tout moment. Toujours ce chaud, ce froid, ces injonctions contradictoires. Réécoutons Donald Trump dans ses œuvres et nous en reparlons juste après. J'ai détruit ce pays militairement dans les 4 premières semaines de bombardement. Maintenant, nous sommes simplement en train d'attendre de voir quel accord ils vont conclure. Et s'ils ne veulent pas conclure d'accord, nous finirons notre campagne militaire. Nous avons frappé 78% des cibles que nous voulions frapper. Nous avons détruit leur capacité de production de missiles, de drones, tout le reste aussi. Et je parle de 78 à 90% de taux de destruction. C'est incroyable ce que nous avons réalisé. Je l'ai fait dans le délai que j'ai mentionné, mais je ne veux pas me presser. Tout le monde dit Trump est pressé par le temps. Il n'y a pas de pression. Il a tout son temps ? Il a tout son temps, le président américain ? En fait, il est sur une ligne de crête entre, évidemment, ne pas dire qu'il est pressé, qu'il est impatient, etc. On a vu ce que ça lui a coûté face à Vladimir Poutine, auquel il avait clairement dit qu'il voulait aller vite. Mais la réalité, qui est à la fois économique, elle est politique, avec les élections de mi-mandat, même si moi, personnellement, je tempérerais l'intérêt de Donald Trump pour le résultat des élections de mi-mandat. Je pense qu'il est davantage intéressé par son legs historique que par les défaites cuisantes qui attendent le Parti républicain. Et ça, c'est tout le temps le cas aux élections de mi-mandat, que le président soit républicain ou démocrate. Donc il y a l'économie, il y a le politique, et puis il y a d'un autre côté l'histoire, et j'en ai parlé. Et l'histoire, en l'occurrence, et on l'entend dans la bouche à la fois de son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et chez Donald Trump, c'est de dire
dire, nous, on ne va pas refaire le Vietnam, on ne va pas refaire l'Irak, on ne va pas refaire l'Afghanistan, on va faire plus court. Oui, mais plus court, ça veut dire combien de temps? Et c'est ça la question que se posent les Américains, les Américaines, les observateurs. Et ce qui est intéressant, j'en termine par là, c'est que les marchés, eux, quand on les observe, à la fois le Nasdaq et le S&P 500, sont plutôt stables, voire à la hausse, parce que eux pensent, et au moment où on se parle, Amélie, on en a la confirmation, les Iraniens envoient une délégation à Islamabad. Côté américain, on n'a pas de confirmation officielle ni sur est-ce qu'ils viennent et si oui, qui est au sein de cette délégation. Donc on voit qu'il y a quand même une option diplomatique qui n'est pas non plus complètement écartée. Vous l'avez compris dans cette émission, on regarde comment de chaque côté on se reprend, on se prépare à reprendre la guerre à tout moment. Du côté des Iraniens maintenant, voyez comme l'Iran s'adapte, on vous en a déjà parlé dans cette émission. L'Iran sait très bien optimiser son temps. Selon une spécialiste des questions de défense, pendant les 15 jours de trêve, l'Iran a apporté des améliorations à certaines de ses défenses aériennes à courte portée. Ces défenses qui détectent les cibles sans émettre de signaux radar, par exemple. Pendant les 15 jours de trêve, des ingénieurs iraniens auraient appliqué des mises à jour de logiciels, de processeurs de systèmes pour améliorer les filtrages. En fait, ils ont pris 15 jours pour analyser toutes les données accumulées pendant les premières phases de combat, les F-15, leur portée, tous ces détails qui font qu'ils ont pu se renforcer. Et vous acquiescez, c'est tout à fait crédible, effectivement, et l'Iran montre sa capacité d'adaptation. Attention. Et à quoi ça sert un cessez-le-feu ? Ça sert à se réarmer, à se préparer à la suite, parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura la paix à l'issue. C'est la raison pour l'Ukraine redouter un cessez-le-feu face à la Russie. Tout cessez-le-feu contribue à renforcer sa défense dans l'optique qu'un cessez-le-feu serait brisé dans une période donnée. Allez-y, Aline Théini. D'ailleurs, pour rejoindre ce que vous disiez, le cessez-le-feu l'année dernière, je vais parler du Liban entre le Hezbollah et Israël. Eh bien, le cessez-le-feu a servi à renforcer le Hezbollah, puisque les gardiens de la révolution sont venus, ont réhabilité et ont renforcé cette branche militaire du Hezbollah qui avait été fortement, on va dire, affaiblie par Israël. Donc le cessez-le-feu, pour rejoindre ce que vous disiez, ça sert à ça. Allez-y. Mais il y a des choses qu'on ne peut apprendre que dans la guerre, qu'au moment où ça se passe. On peut s'entraîner, on peut faire beaucoup de choses, mais il n'y a que la guerre qui permet de révéler. Par exemple, au bout de combien de temps après avoir tiré un missile, il y a une contre-mesure d'un avion américain ou israélien qui vient détruire le lanceur. Ça, les Iraniens ne pouvaient pas le déterminer de manière précise. Maintenant, ils le savent, vu le nombre de lanceurs détruits. Donc ça leur permet d'anticiper, de voir de quelle manière ils peuvent mettre leurs lanceurs à l'abri, puisque pour les Iraniens, au-delà des munitions, ce qui est extrêmement important, c'est de garder des lanceurs opérationnels pour pouvoir tirer soit sur les États du Golfe, soit sur Israël. Pour être beaucoup plus direct, le cessez-le-feu profite à l'Iran ? En fait, si vous voulez, ce que vous êtes en train de décrire à juste titre, d'abord, c'est le fait que le cessez-le-feu, c'est toujours davantage une modalité de la guerre que de la paix. Premier élément. Deuxième, c'est que ce retour sur expérience qui est en train d'être pratiqué, toutes les armées le font, tous les belligérants le font. C'est pas l'apanage des Iraniens. Et on peut faire rentrer un acteur. Les Américains font pareil. Hein. Les Américains, les Chinois sont en train d'observer tout cela au microscope, les capacités américaines, ce qui marche, les défaillances, l'utilisation de l'imagerie satellitaire, y compris en source ouverte, donc commerciale, afin de géolocaliser des radars de détection avancés, les moyens de le percuter. Et on peut parler des missiles qui sont en train de perfectionner, etc. Ce qu'a découvert l'Iran, me semble-t-il, c'est que sa grande force dans ce conflit, certes le balistique, mais surtout l'asymétrie et ces fameux drones dont il lui reste un stock considérable et qu'il menace, et vous projetiez la carte en introduisant cette émission, d'utiliser à nouveau pour cibler à nouveau de l'infrastructure critique chez leurs voisins. Effectivement, dans quelques instants, sur cette carte que vous parlez bien, le cessez-le-feu qui profite plus souvent à la guerre qu'à la paix. Maintenant, regardez ces images, elles viennent de nous parvenir il y a quelques instants, des images de la télé iranienne, et à nouveau, ils communiquent, les Iraniens, sur ces vedettes de la fameuse flotte moustique qui semble, sur ces images, sillonner le détroit d'Ormuz en toute tranquillité. Alors face à ça, Ormuz, mais aussi les dirigeants iraniens, nous allons vous dire comment la Maison-Blanche se prépare à frapper. Nous sommes prêts à repartir en guerre, dit Trump. Nous sommes prêts à dégainer, dit Pete Hegseth. Eh bien, vous saurez tout, des plans sur la table, et on va en parler ensemble, Bernard Guetta. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous êtes député européen Renew, vous êtes spécialiste, et juste ici, Bernard Guetta, que vous installez de l'autre côté, mais je vous en prie, vous avez presque une petite plaque en plus pourtant qui est juste ici. Les États-Unis se préparent, je le disais, à de nouveaux plans militaires visant les routes maritimes, petits bateaux d'attaque, navires peseurs de mines, etc. Et autre option également, l'armée américaine élabore des stratégies pour frapper des dirigeants iraniens. Et nous ferons dans quelques instants,
Pour vous, les présentations avec le nouvel ennemi numéro 1, Ahmad Vahidi, nouvel homme fort, preuve, selon beaucoup de sources, que ce sont bien les généraux qui prennent le pouvoir. Serait-il si difficile à éliminer? On en reparle dans quelques instants, donc restez avec nous. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. Hormuz, l'armée américaine prête à frapper. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Mais là, tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. L'ultime adieu à Nathalie Baye. Proches et anonymes se sont retrouvés aujourd'hui pour honorer la mémoire de l'actrice décédée la semaine passée à l'âge de 77 ans. Sa fille unique, Laura Smet, a été rejointe par son frère David Hallyday, Sylvie Vartan, Catherine Deneuve ou encore Michel Drucker à l'église Saint-Sulpice dans le centre de Paris. La cérémonie d'hommage national à Anissé Girardin, soldat mortellement blessé au Liban, est prévue mardi prochain dans la Marne. Le sergent est mort ce mercredi des suites de blessures contractées au Liban dans une attaque attribuée au Hezbollah. 16 années d'emprisonnement requises contre le meurtrier d'Agnès Lassalle. Comment un élève de 16 ans, jusque-là sans histoire, a-t-il pu tuer sa professeure en plein cours? C'est la question qui est au cœur du procès qui a débuté mardi à Pau, 3 ans après la mort de la professeure d'espagnol tuée par un lycéen, donc en 2023, à Saint-Jean-de-Luz. Le verdict est attendu dans la soirée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons le fil de ce grand dossier. Et pour tout comprendre, décrypter, toujours avec moi, j'en suis ravie. Il y a Lynn Teini. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Xavier de Giacomoni, toujours avec le général Chauvency, Gallagher Fenwick. Et donc, merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, Bernard Guetta, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, l'état-major américain élabore de nouveaux plans actuellement pour fragiliser l'Iran si le cessez-le-feu devait à tout moment prendre fin. Quelles sont les nouvelles options? Hormuz, dirigeant, voyant comment la Maison-Blanche se prépare à frapper, et faisons ça ensemble, Gallagher Fenwick, pour nos téléspectateurs. Gallagher, les États-Unis préparent de nouveaux plans, je le disais. Expliquez-nous, on voit que les plans incluraient un ciblage dynamique des capacités iraniennes dans les voies maritimes vitales. Bon, de quoi parle-t-on précisément? Alors d'abord sur le ciblage dynamique par opposition à un travail de prospective, de planification qui se ferait sur des jours, peut-être des semaines. Là, on parle entre guillemets de frappe d'opportunité, ce qui nécessite une boucle très raccourci entre la détection par l'armée de l'élément à cibler et le déclenchement de la frappe pour neutraliser cet élément. Vous les voyez, ces images qui datent du jour, c'est la fameuse flotte moustique, ça, c'est ce qui pourrait être ciblé par l'armée américaine qui concentrerait donc ses efforts militaires, selon un article de CNN, aux alentours et à l'intérieur du détroit d'Ormuz et du golfe Persique. Grande difficulté, pourquoi? Parce que, on parle beaucoup de cette flotte moustique, le détroit d'Ormuz, mais aussi le golfe Persique, c'est un peu plus de 250 000 km². Chacune de ces embarcations, c'est moins de 20 mètres, moins de 10 tonnes et une vitesse sur la mer de 100 nœuds, c'est à peu près 180 km/h, c'est extrêmement rapide. Autre cible potentielle, les bateaux qui pourraient déposer des mines comme celle-ci que l'on voit à l'écran. Pareillement, il faut les identifier et être capable de les neutraliser très rapidement. Autre cible potentielle encore, la défense côtière avec notamment certains lanceurs de missiles. Alors, les infrastructures énergétiques sont également dans le viseur, parmi même les cibles prioritaires. Absolument, ça ce serait à l'intérieur des terres, c'est la mesure clairement la plus controversée puisqu'on parle potentiellement de crimes de guerre avec ces fameuses infrastructures dites à usage dual, l'infrastructure énergétique, les ponts, les nœuds ferroviaires ou encore d'autres éléments à l'intérieur du pays. Ça, c'est aussi parmi les options qui sont présentées au président des États-Unis sur ce très large territoire qu'est le territoire iranien. Et on verra dans quelques instants donc, que les Iraniens ont leur propre plan. Une nouvelle carte vient d'être identifiée sur la télé iranienne, des plans énergétiques que l'Iran ciblerait. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. Alors je me tourne vers vous Bernard Guetta. La guerre est-elle en train de changer de nature? Le Wall Street Journal disait très bien cette semaine qu'on entre dans une nouvelle phase du conflit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de frappes et de missiles dans le ciel qu'il n'y a plus de guerre et qu'il y a même des escalades. Le journal expliquait qu'il y avait déplacement du conflit vers une guerre navale, économique et potentiellement durable et dévastatrice. Moi, je dirais essentiellement une guerre économique et une guerre de bluff des deux côtés. C'est-à-dire que les deux parties ont évidemment besoin, Trump autant que le régime iranien autant que Trump, d'arrêter ces combats.
qui sont en train, enfin cet affrontement précisément, pardon, qui est en train de détruire petit à petit l'économie de l'Iran, mais l'économie du monde par ricochet, et donc l'économie des États-Unis aussi. D'ailleurs, les négociations apparemment vont reprendre. Enfin, il n'y a aucune certitude, mais si le ministre des Affaires étrangères iranien est parti pour Islamabad, bon, ce n'est pas pour rien, a priori. Donc, a priori, il y a une volonté de reprendre des négociations, d'aboutir à un compromis. Simplement, ce compromis, il est très difficile à trouver, et pour le trouver, eh bien, chacun agite ses épouvantails. Attention, si tu ne me cèdes pas sur tel point, tu vas voir comment je vais te ratiboiser tes ponts, tes trucs et tes machins. Et attention, si tu ne me cèdes pas, répondent les Iraniens, tu vas voir comment je vais prolonger l'affrontement et te faire perdre les élections de mi-novembre, compromettre la santé économique de ton pays, faire s'envoler les prix à la pompe en Amérique, etc. etc. Mais est-ce que dans tous vos réseaux, et au niveau européen par exemple, on se prépare effectivement à un changement de nature du conflit? Est-ce que dans les états d'esprit, on se dit il n'y a pas de désescalade du tout, bien qu'il n'y ait plus missiles dans le ciel, et au contraire, il faut se préparer à quelque chose de beaucoup plus dévastateur? Je vais vous dire ce qui est en train de se passer en Europe, et c'est aussi une jauge du changement de nature des relations internationales aujourd'hui. C'est que les Européens, nous sommes en train d'organiser, les 27 pays européens, autour de nous, en tout cas à nos côtés, un nouveau réseau de pays qui ne font plus confiance aux États-Unis. Pas du tout. Il y a une perte de crédibilité des États-Unis, non seulement en Europe, mais aussi dans les États du Golfe et aussi dans les pays asiatiques. Eh bien, avec ces pays, nous sommes en train de monter en puissance, et notamment en préparant une force qui, le jour venu, pourrait assurer la liberté de circulation dans le Golfe. Vous savez, ça n'est pas rien. Ça veut dire que l'Europe est en train d'organiser, et avec succès, très concrètement, une 50aine de pays, le quart des États du monde, et non pas les moindres, le quart des États du monde, et non pas les moindres, pour constituer une force de défense, non pas du tout d'agression, mais de défense d'un principe fondamental pour l'économie mondiale et la stabilité internationale, la liberté de circulation maritime. Alors c'est très clair. J'ai une question aussi très concrète à vous poser, Général Chomensky, qui obsède, et je sais aussi certains qui nous regardent. La première puissance mondiale n'est à cette heure pas en mesure de stopper des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz et est obligée d'élaborer une fois de plus de nouveaux plans. Pourquoi? Comment explique-t-on que ces navires iraniens ne soient pas stoppables par les Américains? Je vous soumets juste l'analyse de Xavier Titelman et vous me dites ce que vous en pensez juste après. Regardez. Ce qui est étonnant aussi, c'est l'incapacité des Américains à avoir simplement des drones, parce qu'il y a des drones qui vont voler pendant des heures, 12, 24 heures, pour certains plus longtemps encore, avec des drones d'observation. Tout ça, ça se voit au radar. Et instantanément, quand il y a des vedettes rapides qui doivent partir, vous lancez des missiles anti-chars dont ils disposent par dizaines de milliers. Et en l'occurrence, là, 2-3 drones, vous en strikez la moitié. Je pense que l'autre moitié, si c'est humain, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est des robots ou des humains qui étaient à bord, logiquement, ils devraient faire demi-tour, sauf s'ils ont une version suicidaire qui les emmène au paradis direct, auquel cas, effectivement, ça ne leur pose pas de problème. Allez-y, Général Chomensky. Il y a plusieurs sujets. Bon, il y a d'abord le contrôle de l'espace maritime, la question que vous avez posée. C'est vrai que c'est une grande surface et qu'avec 2 groupes aéronavals, on théoriquement présupposé que les Américains peuvent contrôler. Maintenant, on a bien expliqué aussi qu'une partie de ces navires qui ont réussi à s'exfiltrer du golfe arabo-persique sont passés par des eaux territoriales qui n'étaient pas iraniennes, qui étaient notamment indiennes ou pakistanaises. Donc, après, la possibilité, ce qui a été fait par les Américains, un tanker ou autre, c'est 15 km/h, si je ne me trompe pas, et un destroyer, ou 20 ou 15 nœuds. Un petit peu plus, 15 nœuds. Voilà, 15 nœuds. Mais je ne suis pas un marin, mais je ne suis pas capitaine, moi. Donc, ça fait donc 27 km/h. Voilà, et un destroyer 2 fois plus vite. Donc, on peut le laisser passer, on le rattrape. Maintenant qu'il y a des trous dans la raquette, ce n'est pas surprenant. Aucun blocus n'a jamais été total. Et puis, d'un autre côté, il y a plusieurs rumeurs qui sont passées à un moment donné, plusieurs rumeurs qui ont dit, après tout, peut-être qu'il y a eu des accords pour laisser passer certains navires. Et ce qui filtre des nouveaux plans américains pour essayer de stopper tout ça, est-ce qu'il vous semble crédible? Ou est-ce que c'est, en fait,
inarrêtable. Allez-y, vous avez levé le doigt, vous avez donc la priorité. Non, très, très rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que ces petites embarcations qui est la véritable marine utile en fait de l'Iran. C'est-à-dire que ce que Trump a fait éliminer et ce sur quoi Pete Hegseth ne cesse de gloser, les bâtiments de guerre iraniens ne s'avèrent pas être d'une grande utilité, c'est le moins que l'on puisse dire. En revanche, ces petits bateaux, ils sont très difficiles parce qu'ils sont très rapides. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que deux choses. La première, c'est que les Iraniens ont compris qu'il leur suffit d'une frappe réussie pour avoir un effet psychologique majeur. Et or, les Américains doivent trouver le moyen d'avoir 100% d'interception. Sinon, les assureurs, les vraquiers, le commerce ne reprendra pas, ou en tous les cas, pas au même prix qu'avant. Une toute dernière chose, et elle est majeure, parce que vous posez la question du rétablissement de la liberté de navigation. C'est le fondement même de la puissance et de l'hégémonie américaine. Depuis plus d'un siècle, Woodrow Wilson, la Charte de l'Atlantique, les Américains sont les gardiens de deux choses. La liberté de navigation à travers le monde, et qui est, ça c'est l'autre chose dont ils sont les gardiens, c'est juste la clé d'un tout petit truc qui s'appelle la mondialisation. En quelques mots, parce qu'on est attendu du côté de Washington, Oui, est-ce que vous voyez dans ce que vous voyez de ce qui filtre des plans américains, est-ce que vous voyez quelque chose de nature à rectifier la situation en faveur des Américains? Moi, il y a surtout quelque chose qui m'étonne, c'est que depuis le début, ils n'ont jamais essayé. Ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont pas envoyé d'avions, d'hélicoptères pour essayer de réduire ces vedettes de 10 à 20 mètres, qui sont difficiles à voir au radar, parce qu'elles sont en polyester. Elles renvoient un écho-radar extrêmement faible. C'est pas facile. On peut le faire avec des avions tueurs de chars qui deviendraient tueurs de vedettes, le fameux A-10, avec des hélicoptères aussi, genre hélicoptère Apache. Mais le gros problème pour les Américains, c'est qu'il faut qu'ils le fassent sans jamais se faire toucher. Or, le risque dans le détroit d'Ormuz par rapport aux Iraniens est maximum. Et si on avait un hélicoptère ou un avion qui était abattu, ce serait à nouveau une victoire pour les Iraniens. Alors à quel point les Américains s'apprêtent-ils justement à bouleverser leur stratégie pour faire face à ces enjeux? Merci encore une fois d'être avec nous, Sonia Dridi, en direct depuis la Maison-Blanche. Sonia, s'il frappe à nouveau le président américain, la stratégie sera-t-elle fondamentalement différente? Les cibles fondamentalement différentes? Est-ce une nouvelle phase de la guerre qu'il s'apprête à ouvrir? Alors en tout cas, la guerre se cristallise de plus en plus autour de ce détroit d'Ormuz. Pour l'instant, l'objectif de Donald Trump avec ce blocus naval américain, c'est d'asphyxier économiquement le régime des Mollahs. Il souhaiterait que l'Iran puisse céder après être asphyxié économiquement. Mais selon des sources qui se sont confiées à CNN, eh bien, le Pentagone est en train de développer de nouveaux plans pour cibler les capacités militaires de l'Iran justement autour de ce détroit d'Ormuz. On parle beaucoup notamment des embarcations rapides ou encore des embarcations rapides ou encore des navires posant des mines. Finalement, tout ce qui permet à l'Iran de nuire au plan des États-Unis dans ce détroit d'Ormuz. Et donc, toujours selon ces sources qui se sont confiées à CNN, les États-Unis se concentreraient moins sur des cibles à l'intérieur de l'Iran, même si évidemment cela reste toujours une option envisagée par cette administration. Donald Trump qui continue de consulter son Conseil de sécurité nationale. On a encore vu hier le secrétaire Rubio et le vice-président J.D. Vance venir ici à la Maison-Blanche se rendre dans le bureau ovale pour discuter avec Donald Trump, qui est toujours actuellement. L'autre option envisagée par les États-Unis, selon CNN, eh bien, ce serait de viser des leaders militaires iraniens et des dirigeants qui, selon eux, entravent les négociations en cours. Merci infiniment, Sonia Dridi, depuis la Maison-Blanche. Merci beaucoup à vous. À l'instant, je vois un haut responsable iranien qui assure que le son du pouvoir brisé de l'Amérique sera entendu du Golfe Persique à la mer d'Oman. Et justement, plan contre plan, récit contre récit, les Iraniens, on a découvert ça un peu avant le début de cette émission, eux aussi publient une liste de nouvelles installations énergétiques. Leur plan, si d'aventure il fallait frapper à nouveau. Et voilà quelles seraient les cibles. Et pardonnez-moi pour quelques noms qui seront écorchés. Les installations Ras Gaz et Ras Laffan au Qatar. Nous avons les îles Das et Zirkou aux Émirats Arabes Unis. Nous avons les installations Abqaiq, Safaniya et Koraïs en Arabie Saoudite et le champ pétrolier de Burgan au Koweït. Bernard Guetta, plan contre plan, qui fixe le tempo? À ce stade, je lisais ce matin, Trump donne le tempo, il en profite au maximum. Hier, on expliquait dans cette émission que l'Iran avait quand même beaucoup de cartes en main. Écoutez, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que là,
les Iraniens se comportent comme des gens qui n'ont absolument plus rien à perdre et qui sont prêts à mettre le feu aux poudres comme si ils avaient déjà perdu. Parce que dire aux pays du Golfe, aux monarchies du Golfe, on va détruire vos installations pétrolières et vos infrastructures, c'est déclarer la guerre au monde arabe. N'oublions jamais que l'Iran n'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est la Perse. C'est un pays iranien, ça n'a absolument rien à voir. Non seulement ce ne sont pas des Arabes, mais ils méprisent les Arabes, qui le leur rendent bien d'ailleurs, qui le leur rendent bien. Et donc, dire aujourd'hui, maintenant, nous sommes prêts à rompre totalement toute possibilité de relations apaisées avec le monde arabe, c'est un comportement de desperado. Et moi, ça me frappe beaucoup. L'INTI. Alors déjà, c'est le principe même de la guerre asymétrique que nous sommes en train de voir depuis le début de ce conflit. En fait, avec peu de moyens, l'Iran est en train de faire un maximum de nuisances et de dégâts. Et là, en fait, elle a cette carte qui vient en miroir, parce que déjà depuis le début de la guerre, que ce soit du volet narratif ou du volet militaire, tout a été répondu en miroir du côté iranien. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que les pays du Golfe ont déjà été visés par des drones, mais n'ont pas réagi jusque-là. Donc ça, c'est un point aussi à soulever. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que l'Iran, comme vous avez dit, n'a plus rien à perdre. Donc c'est la survie du régime. Le régime a survécu jusque-là. Qu'est-ce qu'il a à perdre aujourd'hui à viser toutes ces centrales énergétiques? D'autant plus qu'il sait qu'il y a des pourparlers, enfin il y a une pression des pays du Golfe pour qu'il y ait une avancée des négociations. Donc ça, c'est la troisième carte de l'Iran. Je voulais revenir juste un peu au détroit d'Ormuz où la guerre, on va dire, s'est déplacée. Donc on a en fait une bataille navale qui oppose la flotte la plus puissante dans le monde à une flotte moustique. Et là, on voit en fait que dans cette guerre, on se pose des questions. Ce n'est plus la puissance navale, en fait. Les Iraniens ont réussi à prouver au monde entier que ce n'est pas la force militaire qui peut vous faire gagner la bataille. Et le deuxième point, ce sont les mines dont on n'a pas parlé. Donc même si les États-Unis vont pouvoir bombarder complètement ces petites flottes moustiques, et je doute parce qu'elles sont trop nombreuses, la question des mines est encore là. Alors, je voudrais qu'on revienne également, parce que j'ai une question pour le général, au plan de Téhéran, parce que c'est aussi la propagande. Voilà, ils nous soumettent une carte pour qu'on en parle, pour qu'on se dise on a peur. Mais concrètement, est-ce que ces cibles désignées par l'Iran en cas de reprise des hostilités directes, elles vous semblent crédibles, faciles à atteindre? Est-ce que, effectivement, s'ils le décidaient, vous dites tous oui comme ça autour de la table? Ils l'ont déjà fait dans la première partie de la guerre. Excusez-moi de poser la question, ce qui est une évidence pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Et donc, est-ce que militairement, il est tout à fait crédible qu'ils appuient sur un bouton et qu'ils ciblent ces sites énergétiques? Dans un premier temps, ils ont déjà frappé. Ils ont déjà frappé tous ces États sans qu'il y ait beaucoup de réactions. Deux, effectivement, ils ont les capacités apparemment de frapper et ils mettent des menaces prête à être exécutée. La question qui se pose, et vous l'avez évoqué, mais on le dit depuis des semaines, pourquoi les États arabes ne réagissent pas avec les moyens qu'ils ont? Les pays arabes, aujourd'hui, en termes d'aviation, par exemple, ils ont des avions aussi modernes que les Américains et au même nombre. Donc, il y a des capacités. Alors, effectivement, il y a éviter l'embrasement. Non, pas forcément les pilotes. C'est vrai, mais il y a des Pakistanais aussi qui pilotent aussi. Oui, bien sûr. Bon, voilà, peu importe. Il y a une capacité et on peut s'étonner de cette timidité et peut-être qu'ils vont entraîner un effet qu'ils n'avaient pas attendu, c'est que les États arabes vont être contraints finalement de participer au conflit parce que s'ils sont vraiment menacés tel que ça vient d'être évoqué, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'attendre d'être frappés? Pas à pas dans cette émission, chaque jour, on essaie de prendre un élément et se demander quelle est sa crédibilité. On vous soumet cette carte, quelle est sa crédibilité? En fait, c'est une manière pour les Iraniens de mettre un signe égal entre les déclarations de Donald Trump qui dit « moi je vais effacer une civilisation, je vais cibler toutes vos infrastructures énergétiques, je vais cibler tous vos ponts, etc. » Et les Iraniens disent bah, « très bien, nous on va faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre bord des rives du golfe Persique. » Et ça devient effectivement très compliqué de dénoncer le caractère criminel des menaces iraniennes, mais de saluer les paroles du président des États-Unis, qui en plus ne parvient pas à ses fins, qui restent toujours aussi mal définies. Et c'est pour ça qu'on a à la fois une asymétrie, mais qui donne une situation d'attrition sur le plan militaire,
mais sur le plan diplomatique, où on a ces deux parties qui ont des forces, mais aussi des faiblesses, parce qu'il ne faut pas non plus surestimer la position dans laquelle le régime iranien se trouve, qui a quand même été sacrément dégradé militairement. On continue de dérouler les plans de chaque côté, qui continuent de se préparer en cas de reprise des hostilités directes, parce que la guerre ne s'est jamais arrêtée, bien évidemment. Mais l'armée américaine élabore des plans, autre information CNN, pour frapper des dirigeants en Iran qui entraveraient actuellement les négociations, y compris le chef des gardiens de la Révolution, bien évidemment. Mais qui sont les nouveaux dirigeants qui sont dans le viseur? Nous allons vous faire les présentations avec le nouvel ennemi numéro 1, Ahmad Vahidi. Alors, où pourrait-il être? Ces nouveaux dirigeants sont-ils, oui ou non, difficiles à cibler, à éliminer? Nous sommes également avec Edouard Kukierman et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne. On se retrouve dans un instant. D'abord, j'emmène Gallagher Fenwick avec moi devant l'écran, au tableau, selon notre expression favorite, pour tout raconter. Gallagher, donc je le disais, pour commencer, un nom est cité. C'est Ahmad Vahidi, figure de premier plan, c'est ça, du commandement militaire en Iran. J'ai presque envie de faire une très mauvaise plaisanterie en disant que c'est le nouveau Khalibaf dont on a tant parlé, le président du Parlement. Lui, en l'occurrence, c'est le patron, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Vous le voyez, son CV, il est long et il raconte ce personnage qui a également été le fondateur de la force Al-Quds, responsable des opérations extérieures. Et puis à l'époque, Ahmadinejad, au début des années 2000, le ministre de la Défense, c'est l'homme fort, avec un F majuscule, de ce régime qui aurait, j'emploie le conditionnel, une ligne directe vers le guide suprême de la révolution, Mojtaba Khamenei. Alors, où pourraient être ces dirigeants? Que sait-on de l'état de ce régime? Je me tourne vers vous, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, qui a eu des propos assez directs sur l'état justement de ce régime. Écoutez, regardez. Il est à l'agonie. Ses dirigeants se cachent dans des tunnels et ont du mal à communiquer et à prendre des décisions. Son espace aérien est grand ouvert, tout comme l'ensemble de ses infrastructures nationales. Ses installations stratégiques sont exposées aux attaques, mais il proclame sa victoire. Alors là, encore une fois, au-delà des mots, que sait-on de l'état du régime et de la manière dont ses dirigeants s'organisent aujourd'hui? Il y a un article très fourni, très intéressant de Farnaz Fassi dans le New York Times qui donne beaucoup de détails sur les nouvelles manières de fonctionner de ce régime, avec un nouveau guide suprême et qui n'a de suprême que le nom, Mojtaba Khamenei, qui serait sévèrement blessé selon les sources qu'elle a pu consulter au sein même du régime, et lui qui ferait une grande confiance donc au corps des gardiens de la révolution islamique qui donc ont pris la quasi-totalité du pouvoir, ce qui semble écarter les figures dont on a précédemment beaucoup parlé, celle du gouvernement, que ce soit le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui se paraît assez marginalisé, Khalibaf, j'en ai parlé il y a quelques secondes, le président du Parlement, ou encore d'autres au sein du gouvernement, le président par exemple Pezeshkian, qui semble devenir des figures plus secondaires que jamais face à ces gardiens de la Révolution. Et ces nouveaux dirigeants sont-ils plus ou moins faciles à cibler que les autres par le passé? Parce qu'il y a eu quand même quelques frappes avec une réussite à la clé. Est-ce qu'ils ont réussi à se renforcer sur ce plan-là? Dans cet article du New York Times, il y a un système de communication qui est décrit par le menu où le guide suprême est évidemment extrêmement difficile à géolocaliser et il ne communique que par des coursiers qui, avec des moyens artisanaux très légers, se déplacent en n'empruntant que des routes secondaires afin de faire passer des notes manuscrites dans des enveloppes scellées. Ça rend évidemment la communication très difficile. C'est dire l'immense paranoïa qu'il y a au sein de ce régime. Et ça rappelle, dans une certaine mesure, et j'en termine par là, la manière dont le Hamas de l'extérieur, basé à Doha au Qatar, communiquait dans le cadre des négociations avec les Américains et les Israéliens, avec le Hamas de l'intérieur, qui s'était réfugié à l'intérieur des tunnels de Gaza. Donc une communication qui est très compliquée. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. J'ai une question pour commencer pour vous, Edouard Kukierman. Est-ce que il est facile ou non pour les Israéliens, pour le Mossad en particulier, de cibler ces nouveaux dirigeants? Parce que régulièrement, on en parlait dans cette émission, par exemple avec un Raphaël Jérusalemi, ancien du renseignement israélien, qui disait en fait c'est une question de volonté. Bien sûr, nous savons où se trouve chacun d'entre eux. Est-ce que ce n'est qu'une question de volonté aujourd'hui? Je pense que s'il y a une intervention
nouvelle avec les Américains et les Israéliens. Effectivement, une des cibles, c'est effectivement les leaders politiques et les leaders militaires, puisqu'on l'a fait dans le passé. On va probablement cibler à nouveau ces leaders. Mais je pense que c'est pas la seule cible qui sera envisagée, évidemment, puisque il y a également un objectif, c'est de cibler des infrastructures qui ont un dual use, à la fois une utilisation militaire et une utilisation civile, et en particulier tout ce qui finance les infrastructures militaires de ce régime, c'est-à-dire les sources d'argent qui viennent du pétrole et du gaz. Donc à mon avis, c'est là-dessus qu'il va y avoir une intervention militaire, évidemment en ciblant les leaders actuels, mais également en ciblant ce qui finance ce régime. On reste ensemble, bien évidemment. Alors, je vous citais Raphaël Jurizalmine il y a quelques instants. Il était notre invité hier, quand justement les Israéliens ont dit qu'il fallait maintenant finir avec les représentants du régime. Regardez ce qu'il nous dit de la facilité ou non à éliminer ces dirigeants. Mojtaba Khamenei, à la seconde même où la Maison-Blanche nous donnera le OK, sera éliminé. Et nous avons une liste de personnalités, et je peux vous assurer que les personnalités qui, en ce moment, viennent et vont à Islamabad et discuter avec les Américains, seront supprimés les premiers. Car ce sont les pires des pires. C'est l'erreur absolument incroyable qu'est en train de commettre Donald Trump, de négocier avec ces personnages. Et c'est en plus une erreur qui va laisser tous les dangers possibles et imaginables sur la carte, puisqu'il faut éliminer absolument ces personnes. Bernard Guetta, il faut les éliminer, et Donald Trump alimente même le régime en acceptant de discuter? Moi, je ne dirais certainement pas qu'il faut les éliminer. Ce que je constate là, c'est que évidemment Donald Trump est très très affaibli, dans une position difficile, politiquement et économiquement difficile. Mais en vérité, le régime iranien, lui, est absolument à terre. Il ne faut pas du tout sous-estimer, et je rejoins complètement Gallagher sur ce qu'il disait à l'instant, il ne faut absolument pas sous-estimer les coups qui ont été portés à ce régime pendant les semaines de bombardement. Il faut nous souvenir qu'avant même ces bombardements, la situation économique et politique de ce régime était tout simplement dramatique. Et si l'on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un numéro 1 défiguré, avec une jambe en moins ou quasiment en moins, caché, qui ne peut communiquer que par lettres, du papier et un crayon, du papier et un crayon. Ils ne peuvent plus se concerter qu'avec papier, crayon et jeunes gens à mobilette. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie sur la force de ce régime et ça, sur la faiblesse? Ça, c'est des quelques mots sur Khamenei lui-même, hein, sur le successeur. Mais je voudrais qu'on vienne sur Vahidi. Est-ce que c'est lui, le nouveau chef? Il est présenté comme étant la nouvelle cible numéro 1 des États-Unis, nouvel homme fort, mais c'est le nouveau chef? Apparemment, oui, ce serait le nouveau chef, parce qu'on est en train de voir déjà, je veux revenir sur un tweet hier, il y a Ghalibaf, Pezeshkian et Araqji, donc ils sont les trois qui veulent une négociation, donc ils sont quand même conservateurs, mais ce sont, on va dire, ceux qui ont été ménagés jusque-là par les Israéliens. Eh bien, hier, ils ont tweeté les trois avec le même message, tout va bien, il n'y a pas de dissension au sein du régime. Donc ça veut dire que c'était un message, c'est ce qui se dit en fait dans la presse arabe, et c'est ce que nous sommes en train de trouver, que c'est un message qui a été dicté par quelqu'un. C'est ça la première question qui se pose. La deuxième question, c'est que nous voyons qu'à chaque fois qu'il y a une avancée du point de vue iranien vers les négociations, et après, il y a à chaque pas en avant, il y a des pas en arrière. Et donc, ce qui se dit, c'est que oui, Vahidi, qui est, je le rappelle, recherché par Interpol pour les attentats en Argentine, donc c'est quelqu'un qui est vraiment un des durs, et il serait lui aussi au chevet de Mojtaba Khamenei. C'est un des rares qui réussit à le voir, c'est ce qui est mis dans la presse, et qui en fait dicte un peu l'attitude de Mojtaba. Parce que moi, je veux juste dire quelque chose, c'est que Mojtaba
Mustapha Khamenei, sa présence est juste ici pour créer l'illusion on parle de lui pour créer l'illusion qu'il est encore là. Mais en fait, il n'a pas la capacité de parler dans cette enquête, on le voit. Donc ce sont plutôt son cercle proche, dont Vahidi, qui eux sont en train de donner des ordres. Edouard Kuckerman est toujours avec nous. Est-ce que vous partagez cette analyse? Le New York Times parle carrément ces dernières heures d'une nouvelle ère, d'un nouveau leadership avec des généraux qui désormais dirigent l'Iran. Vahidi, c'est le même leadership qu'avant. On a avec Vahidi quelqu'un qui a été en charge des actions du Hezbollah, qui sont responsables également de la mort des 58 Français parachutistes au Dakar et qui est responsable également des attentats en Argentine. Donc c'est quelqu'un qui est un architerroriste et qu'il faut cibler à tout prix. Et je crois que ça va être la cible évidemment des Israéliens et des Américains. Mais encore une fois, là, il y a moins l'effet de surprise qu'on a pu avoir quand on a opéré le 28 février. On a également pas l'effet de surprise quand on a ciblé avec les beepers les terroristes du Hezbollah. Donc, je pense pas que ce soit une tâche facile, mais ça va être un objectif évident pour l'armée israélienne, les services de renseignement israéliens, également l'armée américaine. On reste ensemble encore une fois. Et oui, allez-y, Gallagher. Non, en fait, je me demande si la question qu'on doit se poser, c'est très bien, vous parvenez à éliminer toutes ces têtes de pont. Quel est l'effet final recherché? Est-ce que c'est la chute du régime? Est-ce que vous y parvenez par ce chemin-là? Puisque lorsqu'il a précédemment été emprunté ce chemin, il amenait une radicalisation. En l'occurrence, M. Kuckerman disait c'est les mêmes qu'avant. C'est parce que Donald Trump dit. Donald Trump dit que le régime a changé. Et à tel point qu'ils ne savent plus avec qui échanger. Oui, alors non seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'élimination où ils ont eux-mêmes éliminé certaines des personnes avec lesquelles ils comptaient dialoguer, négocier, mais ensuite le régime, il a effectivement changé. Et comment est-ce qu'il a changé? Et la figure de Vahidi, c'est pour ça qu'on revient dessus, on est l'incarnation, c'est qu'il s'est énormément durci. On est passé d'un régime des mollahs à un régime des gardiens. Alors je me permets de vous faire signe parce qu'il y a Siavash Ghazi qui s'est mis en direct avec nous. On ne le fait pas attendre depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Merci beaucoup d'être avec nous, Siavash Ghazi. Encore une fois, Siavash, vous entendez ce qui se dit sur ce plateau. Est-ce que les généraux ont pris le pouvoir en Iran? Est-ce que la ligne la plus convaincue, la plus dure, osais-je dire, était effectivement maintenant à la manœuvre? Écoutez, ces analyses et ces déclarations de Donald Trump ou des informations qui sont publiées dans certains médias américains ou autres font plutôt rigoler en Iran. Pour vous donner un exemple, hier soir, il y a eu une trentaine de responsables iraniens politiques et militaires qui ont publié le même texte sur le réseau X pour affirmer qu'il y avait l'unité au sein du pouvoir iranien, unité derrière le guide suprême iranien, derrière la nation iranienne, et aussi donc poursuivre le même chemin de la victoire. Donc c'est ce genre d'informations qui sont données depuis l'étranger font plutôt rigoler en Iran. Ce qu'on sait, c'est que la figure montante ici en Iran, c'est le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui est à la tête de l'équipe des négociateurs. Notamment si on reprend par exemple donc l'article de New York Times qui dit que par exemple le nouveau guide iranien Mojtaba Khamenei est très malade et il a été blessé de manière pratiquement sur son lit de mort, et que c'est le président iranien qui en moto va le soigner dans un endroit dans un endroit très éloigné de Téhéran. Ce genre d'informations qui sont vraiment des inventions de l'esprit font rigoler beaucoup d'Iraniens ici à Téhéran, parce que c'est tout le contraire qu'on dit ici à Téhéran. Par exemple, certains disent même que en fait le président en fait était emmené donc en moto par le président du Parlement iranien, et que les gardes du corps c'était le chef de la justice déguisé, donc qui est un religieux déguisé en gardien de la révolution en garde du corps. Donc c'est des choses qu'on a du mal à comprendre ici en Iran. Ce qu'on sent ici, c'est que il y a une unité du pouvoir.
derrière le guide suprême, le Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu bien sûr, mais l'équipe de négociation dirigée par Mohamed Bagher Alibaf est une équipe unie avec des responsables du gouvernement, et on sait que toutes les décisions sont prises au niveau du Conseil suprême de la sécurité nationale. Ce conseil comprend à la fois des hauts responsables politiques, le président de la République, le président du Parlement, mais aussi les chefs militaires, à la fois des gardiens de la mission, mais aussi de l'armée, le ministre des Renseignements, le ministre des Affaires étrangères. Et donc ces décisions doivent être approuvées par le guide suprême iranien, donc pour être appliquées. Et c'est comme cela que les décisions sont prises en Iran, notamment la décision d'aller discuter avec les Américains, ou de l'envoi aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères à Islamabad, à Oman et à Moscou. Donc on a du mal à comprendre tout ce qui est dit donc à l'étranger, dans certaines presses étrangères, notamment New York Times ou d'autres médias qu'on a du mal à comprendre. Merci infiniment, Siavash Ghazi, d'avoir été avec nous, correspondant France 24 RFI depuis Téhéran. Ça vient de tomber, information très importante. Steve Witkoff et Jared Kushner prennent la direction du Pakistan. On apprenait un tout petit peu avant le début de cette émission que du côté iranien, on envoyait une délégation du côté d'Islamabad. Eh bien, ça y est, ça se confirme. Donald Trump envoie Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan pour des discussions. Votre première réaction? Les négociations reprennent. Oui, mais ce n'est pas rien, parce qu'on a attendu de voir si les uns et les autres montaient dans un avion pendant des heures et des jours, et finalement rien n'a eu lieu. Et Depuis plusieurs jours, les Iraniens disaient non, j'y vais pas, les Américains n'y allaient plus. Et bien, pendant ces plusieurs jours, qu'est-ce qui s'est passé? Par l'intermédiaire des Pakistanais, les deux parties ont cherché les termes possibles d'un compromis qui, à mes yeux, n'est probablement pas encore trouvé, mais vers lequel ils ont peut-être progressé. On va le voir. Et s'ils n'ont pas progressé, ben oui, à ce moment-là, on pourra se poser la question de savoir si les Américains veulent ou ne veulent pas relancer les affrontements armés. Excusez-moi d'utiliser les mots d'une immense naïveté, mais un peu d'espoir? Non, je dirais exactement l'inverse. Je pense que la guerre va reprendre. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas les présents, c'est les absents. Et les Iraniens avaient exigé que J.D. Vance soit là, parce qu'ils ont mis une pièce sur lui et sa candidature en 2028. Et rappelez-vous que la dernière fois qu'ils ont discuté avec Steve Witkoff et Jared Kushner, ils ont été bombardés. Et pas qu'une seule fois, à 2 reprises. Donc je suis pas certain du regard que les Iraniens vont porter sur la composition de cette délégation qui est à surveiller. Peut-être derrière que Vance n'a pas voulu y aller aussi, n'a pas souhaité énormément y aller. Absolument. Parce qu'il ne voudrait pas s'abîmer. Parce qu'il ne veut pas s'abîmer, parce qu'il était contre cette guerre, parce que voilà, donc il n'a pas envie de payer les pots cassés. Ce sont des retrouvailles juste pour se dire que chacun a essayé, que chacun est de bonne volonté, on va repartir sans rien se dire. Les deux cherchent une porte de sortie. Pour les deux, ça devient un impératif maintenant. Il va falloir arrêter, trouver quelque chose pour sortir. Trump est prêt, à mon avis, à quasiment toutes les concessions pour arrêter la guerre, et ça ne changera rien sur le plan du nucléaire iranien. On l'a dit très souvent ici. Par rapport à Vance, j'ai une position un peu différente de vous, dans le sens où, évidemment, il attend de voir ce qui se passe. Dans un premier temps, Arakchi était programmé pour une tournée régionale. Il devait faire Islamabad, Mascate, capitale d'Oman, et ensuite Moscou. C'était un peu un leurre, puisque maintenant on apprend, et évidemment il va rester à Islamabad puisque Kushner et Witkoff y vont. Est-ce que dans un second temps, si les choses se déroulaient plutôt bien, il n'y aurait pas la venue de Vance, voire même, si on devait paraffer quelque chose, la venue de Donald Trump, comme il a dit à plusieurs reprises, qu'il était prêt à le faire si un accord était sur la table. Maintenant, ce qui va être très important, c'est la teneur de l'accord. Alors justement, était-ce des gages, des signaux, que sais-je, vous me direz ce qu'il faut en penser, mais Donald Trump, lorsqu'il a pris la parole devant des journalistes hier, au sein du bureau ovale, il a assuré que jamais il n'utilisera l'arme nucléaire. La question est même stupide, dit-il à la journaliste qui l'interroge. Regardez. Monsieur, utiliseriez-vous une arme nucléaire contre l'Iran? Vous l'avez posté sur Truth Social il y a quelques semaines. Non, nous n'en avons pas besoin. Pourquoi en aurais-je besoin? Pourquoi poser une question aussi stupide? Pourquoi utiliserais-je une arme nucléaire alors que nous les avons déjà totalement décimées de manière très conventionnelle sans cela? Non, je ne l'utiliserai pas. Personne ne devrait jamais être autorisé à utiliser une arme nucléaire.
La question est stupide. Je trouve aussi que la question était stupide. Oui, mais bon, comme elle le C'est lui rappelle, qui il l'a a dit qu'il allait annihiler une civilisation entière il y a quelque temps. Mais effectivement, il y a pas mal d'experts, quand on a eu des discussions sur ces plateaux, sur le nucléaire de Trump ou non, qui ont dit mais c'est complètement idiot, ne serait-ce que de débattre de cette idée. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi c'est aussi stupide? Parce que la dissuasion repose précisément sur l'idée que l'on ne parle jamais de l'emploi ou du non-emploi de cette arme. On reste dans le vague. C'est la base même de la dissuasion. Et puis, de toute manière, il n'a jamais été question, évidemment pas, dans une guerre de cette nature, entre une puissance très très moyenne et les États-Unis, d'en venir au feu nucléaire. Mais vous savez, pour certains, ce qui est stupide, c'est que Donald Trump dise « mais non, on ne l'utilisera pas ». Parce que justement, la dissuasion et sa grammaire, c'est d'entretenir l'ambiguïté. Et lui, il répond « bah non, en fait… » Non, il répond essentiellement la question est stupide. Ah bah non, essentiellement… Pour une fois, je vais défendre pourquoi Trump. Il dit « non, non, nous n'en avons pas besoin. Pourquoi en aurais-je besoin? Pourquoi Le fond de la réponse n'est pas tout à fait vrai, en fait. Le fond de la réponse est à côté de la plaque. Allez-y, en fait, la dissuasion, c'est une arme de non-emploi, l'arme nucléaire. Et le fait même qu'il utiliserait l'arme nucléaire, on a le même débat avec Poutine, il utiliserait même l'arme nucléaire dans ce contexte, ce serait une boîte de Pandore qui s'ouvrirait à fond et n'importe quel État aujourd'hui doté de l'arme nucléaire pourrait l'utiliser pour des besoins militaires. Et je crois que ce serait un précédent tellement énorme que le bouleversement des relations internationales serait trop fort et ne serait même pas assumable par les États-Unis. Je sais qu'il y a certains de ces experts qui nous regardent et qui parfois trouvent effectivement idiot d'avoir ce débat sur Trump et le nucléaire. Donc à ceux qui nous regardent et qui le pensent, vous dites « je suis d'accord » ou au contraire Non, il faut rappeler que lorsqu'il a fait son message en menaçant d'effacer, je cite, toute une civilisation, J.D. Vance, son vice-président, a dû prendre la parole juste derrière pour rassurer tout le monde en disant, et c'est l'expression qu'il a utilisée, non, il n'y aura pas d'utilisation d'armes nucléaires sur l'Iran. Donc on est face à un acteur géopolitique majeur, Donald Trump, dont certains remettent en question la rationalité, et ça jette évidemment un trouble sur cette question hautement sensible et épineuse. Excellent, Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Général Chauvency. Merci infiniment Bernard Guetta d'avoir été avec nous. Une nouvelle